Avant de parler d'Mbappé, quelques images. Je le dis pour nos amis d'Europe 1, et je pense à eux, bien sûr, qui les verront peut-être moins que ceux qui regardent la télévision, par définition. Mais le tapis. Hier soir, il y avait France-Belgique. Il y avait Belgique-France. Belgique-France, et la France a gagné. Mais il y avait France-Belgique à l'Élysée. France-Belgique. Et il y avait le tapis rouge. Donc c'est toujours un moment de savoir qui est là, qui n'est pas là, et on regarde. Et moi, je vous propose ces quelques images du tapis rouge. Bon, qui manque la voix de Léon Zitrone. J'aurais préféré, par exemple, Stéphane Bern avec Hermine de Clermont-Tonnerre, qui était alors une robe rouge sur un tapis rouge. Effectivement, c'est parfois un fashion faux pas, me dit Marine Lançon, qui est experte là-dedans. Vous reconnaissez Bernard Arnault et son épouse, qui est régulièrement invitée à ces grands dîners d'État, parce qu'hier soir, c'était un dîner d'État. Servi par Emmanuel Macron. Il y a... Pas lui qui sait. C'est pas lui qui sait. Non, mais ça y est, il a trouvé un emploi. Charles Michel, le président du... Alors, Monsieur Bigot, il est venu tout seul, Monsieur Bigot. Il avait menacé le matin de démissionner. Oui, exactement, il était là. Monsieur Niel et son épouse... en voisin, alors là, c'est Madame Braun-Pivet qui est venue donc avec son mari, avec une très jolie. Alors, il est venu avec sa parka, Monsieur Retailleau, il était en voisin. Et Monsieur Darmanin avait remis sa cravate, c'est dire si la soirée était importante, avec son épouse. Et puis le roi des Belges, Philippe, et son épouse, la reine Mathilde, Monsieur bonsoir, se sont rendus donc à l'invitation du président Emmanuel Macron pour célébrer la proximité culturelle franco-belge. Alors je trouve qu'il a des faux airs de Monsieur Barnier, le roi Philippe, mélange aussi un peu du prince Charles. Bon. Et donc il y a une centaine d'invités, effectivement, je sais pas ça. Vous serez invité plus tard. Vous avez fait des dîners d'État il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui. Sous De Gaulle. Du temps de Vincent. Sous René Coty. Non, mais c'est vrai. Sérieusement, est-ce que vous avez été invité à un dîner d'État? Oui. C'est quand même. Vous êtes allé avec votre épouse ce jour-là? Vous êtes. Non. Bon. Vous n'aviez qu'un seul carton d'invitation. Je devais avoir une demi-invitation. Nous allons avoir ce type d'image de plus en plus souvent, parce que c'est la seule chose qui reste encore au président de la République. Et puis il y a un petit toast. Il y a eu un petit toast qu'on peut voir. Est-ce qu'on a le son du toast qui a été fait? Alors la France hier n'a pas bien fait les choses puisque la France a gagné en football. 5e fois d'affilée. Oui, surtout la France n'a plus perdu contre la Belgique depuis 1981. Oui, c'est ça. La seule chose... On avait perdu 4-3 en match amical. C'est quasiment la seule chose qui soit arrivée de bien depuis 1981 en continu. C'est que l'équipe de France n'est pas perdue contre la Belgique. Le roi des Belges, j'ai un ami de vacances, c'est le Premier ministre français, Michel Barnier. Ils font tous les matins le tour de l'île Dieu à vélo ensemble. Ah, parce que Michel Barnier va à l'île Dieu? Mais oui. Parce que Michel Barnier fait du vélo. Et à l'île Dieu, il n'y a pas de voiture. Il est venu à l'Élysée à vélo lors de son rendez-vous secret avec Emmanuel Macron, où il annonçait qu'il allait être nommé dans les 24 heures. Il est venu à vélo. Certains l'ont photographié. Ouais. Je l'ai croisé en vélo rue de Bourgogne aussi. Il y a... À vélo. Donc, bon. Et le roi des Belges, tous les matins, fait le tour de l'île Dieu. C'est pas très long, il est vrai. Elle n'est pas si vaste. Ça ne monte pas trop non plus. Mais bon, il est sportif. Il fait aussi de la planche à vélo. C'est quand même une émission essentielle où il se dit des choses. Et sur Europe 1 et sur CNews à 9h08. Les gens qui nous écoutent, si vous allez regarder, vous voyez passer le roi des Belges et le Premier ministre. Exactement. Flanqué de loin par deux gendarmes. Bon, l'affaire Mbappé, qui est, si j'ose dire, intéressante quand même, parce que d'abord vous avez ce tweet de Mbappé aujourd'hui, puisqu'il est accusé, alors l'équipe de France jouait hier donc, en Belgique, et il est soupçonné par un média local suédois d'agression sexuelle. L'attaquant a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux. Fake news, ça en devient prévisible, veille d'audience comme par hasard. Alors il fait allusion à une audience devant la Ligue parce que le Paris Saint-Germain lui doit 55 millions d'euros. Il est visé par une enquête de police suédoise pour viol et agression sexuelle après son passage la semaine dernière à Stockholm. C'est ce qu'a affirmé le quotidien Expressen. Selon le journal suédois, il est considéré comme raisonnablement suspect dans cette enquête, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Mais il a mis en cause donc le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est tout à fait sidérant d'ailleurs. Je suis très étonné de la réaction d'Mbappé.
faut jamais réagir à chaud. La com de crise, Oui, c'est ça. tous ceux qui réagissent en com de crise tout de suite, ils se mordent les doigts après. C'est François Fillon, je pourrais en citer plein. Tout ce qu'ils disent dans les premières heures, c'est une erreur. Donc, il faut mieux rien dire. Ça remet une pièce dans la machine. En tout cas, difficile et ce qui est étonnant, alors le PSG, du coup, a répondu. C'est une honte. Nous ne ferons aucun commentaire. Nous garderons notre dignité et notre classe, a dit le Paris Saint-Germain. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que cela, sauf à écouter Didier Deschamps qu'on a parlé hier après la victoire de l'équipe de France. Ça sort, un fond, un tox. Je ne vais pas échanger avec lui là-dessus. Je pense qu'il est assez grand pour savoir communiquer. Il a suffisamment de moyens pour communiquer. Mais oui, bon, je sais pas. Je vous le dis, je vous le redis. Après, je ne vais pas pointer quelqu'un plus du doigt. Chacun est libre de dire, d'écrire ce qu'il veut. Mais il y a un environnement qui est très, très négatif. Il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. Mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France, bien évidemment. Bon, c'est vrai que c'est monté, il en restera toujours quelque chose. Et hier soir, il a fait une story. Alors, tout le monde ne sait pas ce qu'est une story. C'est ce qu'on met sur Instagram et ça a une durée de 24 heures. Exactement. Donc, il a fait une petite story sur Instagram. Tout le monde ne connaît pas évidemment Instagram non plus. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent parfois. Bon. Quand je dis Instagram, ça peut être un autre réseau, ça peut être TikTok ou ça peut être. Ah non, ça, il n'y a pas de story sur Facebook, cher ami. Si, j'en ai story sur Facebook. Bien sûr. Quand vous allez sur la page, vous voyez des stories Instagram. à la pause. Vos amis vous montrent des stories. Mais oui. Je n'ai pas d'amis. Mais Généralement, les gens de votre génération sont plus sur Facebook que sur Instagram. Oui, c'est vrai. les gens de ma génération Ils sont sur le Minitel, monsieur. Vous savez, dans le temps, il y a des pneumatiques à Paris. Des pneumatiques, vous savez. Génération lise, monsieur. Voilà, il fallait répondre. Les gens de ma génération lise. Vous savez ce que c'était les pneumatiques? Non. Vous savez pas ce que c'était les pneumatiques? Mais un Minitel, j'en ai déjà vu. Le pneumatique, tu mettais, il y avait des réseaux dans Paris, et ça, voilà. Dans le film des années, bien sûr. 70, on les voit. T'as un pneumatique qui est arrivé, c'était un télégramme accéléré avec des tuyaux, avec des tuyaux qui circulaient dans la ville. J'en ai déjà vu, mais bien sûr. Moi, j'en ai vu. Bien sûr. Moi, j'appelais très souvent Odéon 85-86. Et on me répondait. Il y a quelques années encore. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a des amis. Oui, voilà ce qu'on pouvait dire sur Mbappé. J'ai envie de dire à suivre. Dans l'actualité, je voulais vous parler de ce qui s'est passé avec cet adolescent de 15 ans qui a été agressé dimanche soir par deux individus en entrant dans une station de métro à Levallois-Perret, de confession juive. Il portait une kippa, une plainte a été déposée au commissariat, et ça permet évidemment que c'est pas un fait divers. Non. Ah non. C'est ce qu'on appelle un fait de société, et c'est pourquoi on en parle. C'est pas isolé, c'est ce que vivent beaucoup de Français juifs aujourd'hui. Ils ne sont pas tous agressés, mais tous ont peur. Tous ont peur. Et ce garçon, vous allez le voir dans le sujet avec Mathieu Devez, il portait une kippa. Donc le signe, effectivement, c'est que si tu portes ta kippa, t'es en danger. Vous voyez le sujet de Mathieu Devez. C'est du courage. Il est aux alentours de 19h ce dimanche, quand un adolescent de 15 ans est pris à partie à l'entrée d'une station de métro à Levallois-Perret. Il portait une kippa. Il enlève rapidement sa kippa, mais les deux individus font demi-tour et commencent à lui dire « Et toi le juif, attends-nous. » Et mon fils s'arrête, mais sans s'arrêter, se retourne pour regarder qui sont ces personnes qui l'interpellent. Et continue d'avancer, mais il y en a un qui arrive à l'attraper par la capuche et ils le mettent dans un coin à côté d'une autre sortie de métro. Et ils lui disent voilà, donne-nous ton portable. Ils lui arrachent ses oreillettes qu'il avait dans les oreilles. Et là, ils lui ont mis des coups au visage et à la bouche. La mère de la victime publie sur les réseaux sociaux une photo de son fils, les lèvres en sang. Selon le premier adjoint au maire, les personnes de confession juive doivent redoubler de vigilance à Levallois-Perret. Ça peut arriver n'importe où en France, à n'importe quelle heure. Et forcément, ça arrive dans des zones où il y a plus de juifs. Levallois est la ville où il y a la plus grande communauté juive de France. 20 000 juifs pour 65 000 habitants. Donc forcément, les risques sont accrus. La mère de la victime regrette de devoir demander à son fils de ne plus porter de kippa. Une plainte a été déposée au commissariat. C'est quelque chose qui n'existait pas dans la France des années 70, 80, 90. Ces agressions.
Et vous avez vu la photo qu'a postée sa mère, et elle avait un petit texte que je vous lis. À toutes les mamans qui pensent que laisser son fils de 15-16 ans traîner dans Levallois est safe, voilà comment mon fils est rentré ce soir. Je ne sais pas si on voit la photo. 2 gars lui ont sauté dessus. Heureusement qu'il s'est défendu, mais ils ont réussi à le mettre par terre et lui mettre des coups de pied dans la bouche. Tout ça en pleine rue. Enfin, c'est pas rien, quand même. C'est résiduel, nous dirait Jean-Luc Mélenchon. C'est pas rien, et évidemment que ce n'est pas rien. Et beaucoup de personnes de la communauté juive s'adaptent. Vous en avez qui enlèvent les mezuzot, donc c'est la mezouza, à l'entrée de l'appartement. Vous en avez qui ne portent plus les étoiles de David, la kippa. Et ce n'est pas aux Juifs de s'adapter. Ce serait une réponse forte. Mais quand je vois Emmanuel Macron, la ligne directrice qu'il a prise depuis le 7 octobre, quelle est-elle? Il n'est pas venu à la marche. Une jeune fille a été violée à Courbevoie. Il nous a répondu 1 heure. On va discuter 1 heure du racisme et de l'antisémitisme à l'école en plein mois de juin. Ensuite, M. Nasrallah est décédé. Pas un mot de remerciement. Et il a fait des déclarations indignes et abjectes à 2 jours du 7 octobre. Donc là, quel est le sursaut collectif? Rien qu'on critique Jean-Luc Mélenchon, c'est une chose, mais moi, je trouve qu'Emmanuel Macron a lâché la France pour la communauté juive, la communauté juive en France. La dernière partie de votre démonstration abjecte et indigne, c'est évidemment votre interprétation. Et c'est les propos uniquement, pas M. Macron. Bien sûr, c'est les propos. Vous avez parlé de la France des années 60, Pascal, mais la France des années 60 était aussi différente d'un point de vue démographique, parce que je note quand même qu'il y a une forme d'inconséquence dans l'actuel gouvernement qui prétend combattre l'antisémitisme en France, mais qui chaque année, par une politique migratoire qui est quand même devenue hors de contrôle, fait venir des dizaines de milliers d'islamistes Joachim Le Floch-Imad sur le sol de France. Et tout ça, ça participe de cette lame de fond antisémite, avec 192% d'actes antisémites en plus l'an dernier. Après, il y a toujours eu beaucoup d'antisémites, mais le 7 octobre a libéré la parole antisémite et donc les actes antisémites. Il y a aussi un renouveau de l'antisémitisme. L'antisémitisme ne demandait qu'à s'exprimer. Il n'y a pas plus d'antisémites aujourd'hui qu'avant le 7 octobre. Ah si, il y a plus d'antisémites. Non, il y en a toujours autant, mais il l'exprime beaucoup plus. Non, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui. Certains ont jeté de l'huile sur le feu. Mais il l'était déjà, vous vous réveillez pas en étant antisémite. Il l'était déjà et il l'exprime parce que le 7 octobre a permis cette expression. Autre sujet. Juste sur ce point-là. Monsieur Arfi dit quelque chose. Jonathan, le président du CRIF, dit quelque chose qui me semble juste et en même temps effrayant. C'est-à-dire que l'on constate à chaque fois une explosion de l'antisémitisme, ça monte d'un cran à chaque fois qu'il y a des exactions antisémites en France. À chaque fois. Lui, Joseph Massescaron. Il a constitué un tableau et une correspondance, et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que ça veut dire que ce n'est pas, pour le coup, ce n'est pas évidemment un fait divers, ce n'est pas un fait de société. Mais moi, je pense que ce n'est même pas un fait de société, c'est un fait de civilisation. C'est autre chose. Dans l'actualité également, une figure du narco-banditisme marseillais libéré avant son procès. Pascal Gomez-Galeotte est présenté comme une figure du narco-banditisme. Il a passé plus de 5 ans en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 3 octobre. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, oui, comme vous dites. Il a été mis en examen dans plusieurs dossiers de complicité d'assassinat et tentative de meurtre. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours les exemples concrets. Alors, je ne vais pas faire le raisonnement par l'exemple, mais M. Migaud, ça serait intéressant, il dit que la justice n'est pas laxiste. Donc ça, tu lui dis, mais pourquoi? Alors il va te dire, c'est pas mon dossier, je ne connais pas le dossier, c'est pas moi, etc. Bon. Mais vous allez voir le sujet, c'est vrai que ça peut surprendre. Mathieu Devez. C'est en homme libre que Pascal Gomez-Galeotte s'est présenté hier devant la justice pour une affaire de corruption. Cette figure du narco-banditisme marseillais a été remise en liberté le 3 octobre dernier, après une décision de la Cour de cassation selon laquelle sa détention provisoire n'était plus nécessaire. Il y avait passé 5 ans et 10 mois. Les policiers, eux, sont écœurés. C'est pas le perdreau de l'année, le garçon. C'est un garçon qui est extrêmement doué, qui sait se cacher. Et ces policiers ont pris énormément de risques pour l'interpeller. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ces risques, ils n'ont pas servi à grand-chose, puisqu'une fois qu'il a fait 5 ans de préventive, il est sorti, alors que c'est quand même un gros bonnet et loin d'être le perdreau de l'année. Depuis son arrestation en 2019 après 1 an de cavale, Pascal Gomez-Galeotte, aujourd'hui âgé de 44 ans, a été mis en examen dans 5 affaires différentes, et notamment pour des faits de complicité d'assassinat et tentative d'assassinat. Le Marseillais n'a pour l'instant été jugé dans aucun de ces dossiers, et selon la police, les narcotrafiquants ont largement les moyens d'assurer leur défense. Forcément, ils peuvent se payer les meilleurs avocats qui sont justement là que pour regarder ces dévices de procédure, de forme, dans le cadre des procédures policières ou dans le cadre du non-respect notamment des droits liés en matière de détention provisoire ou autre.
Pascal Gomez-Galéotte est la 3e personne présentée comme un chef de clan à être libéré avant même d'avoir été jugé. Faut dire. Bon. Ça se passe de commentaires, hein, franchement. Et quand on arrive libre à l'audience, ça présente mieux que quand on arrive de détention provisoire. Non, mais c'est très intéressant. Et alors, dans les petites nouvelles judiciaires également, sans doute est-ce accessoire, mais personne ne parle de ce dont je vais vous parler à l'instant. 6 personnes étaient hier jugées pour avoir participé à l'organisation d'une rave party sans autorisation le 31 décembre 2020. 2020, en pleine pandémie. En pleine pandémie. À Lieron, en pleine crise du Covid-19. Ils ont été relaxés ce lundi soir par le tribunal correctionnel de Rennes. Déjà, ça arrive 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Ces organisateurs de la rave party. Selon le président du tribunal, les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer que les 6 hommes âgés de 24 à 30 ans étaient les organisateurs de la rave party. Faute d'éléments probants en amont. Mais ils doivent se tenir les côtes, ces gens-là. Tu fais une rave party, tu es en plein Covid. Tu n'es pas sanctionné, c'est relax. Mais la France est bonne fille, évidemment. Même si l'implication de 5 des prévenus dans la location, le déplacement, la dissimulation d'un groupe électrogène a été reconnue par le tribunal, ce dernier n'a pas estimé cela suffisant. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Où est le matériel? Je vous jure, mais ce pays est magnifique. J'adore ces histoires-là parce que personne n'en parle. Mais je voudrais avoir le président en face de là, dire, mais ils ont loué. Ils ont déplacé, ils ont dissimulé le groupe électrogène, mais c'est pas suffisant pour les considérer comme les organisateurs et les condamner. Les 3 poursuivis pour le recel et l'utilisation de plaques d'immatriculation ont également été relaxés. Tout le monde est content. Il s'agit d'une décision légitime correspondant aux éléments du dossier, a réagi maître Rémi Cassette, avocat de la défense. Pour cette Saint-Sylvestre, en pleine crise sanitaire, il y avait 2000 à 2500 personnes qui s'étaient réunies dans des hangars privés pour une rave party à Lieron, malgré le couvre-feu qui était de 20h à 6h du matin, etc. Force de l'ordre qui avait tenté de s'opposer à l'installation de la fête avait essuyé des jets de pierre, des rondins de bois, des bouteilles de verre. Un des véhicules des gendarmes avait été incendié. Les 5 avocats de la défense ont dénoncé dans leur plaidoirie des pressions médiatiques et politiques et des décisions disproportionnées. C'est magnifique, la France. Allez-y, les gars, faites ce que vous voulez, les tribunaux vous relaxent, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Formidable. Et c'est un sentiment laxiste. Non mais, cette histoire est juste lunaire. Lunaire. Alors elle est à la fois dérisoire parce que c'est pas très grave une rave party en soi. Elle révèle. Mais elle révèle. Mais est-ce que ça nous étonne? Non, ça m'étonne. En fait, non. C'est ça le drame, en fait. Tout ça ne m'étonne pas, mais alors pas un mot. Hein.